Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Chut c'est tabou. La vidéo du jour va être 100% tabou parce que là c'est du lourd. Va être aussi 100% dégueu pour certaines personnes, va à 100% horrifier d'autres personnes et puis surtout elle va être je pense 100% très longue puisqu'il y a 11 points différents, mais c'est un sujet qui est vraiment mal connu, où il fallait dire plein de choses, où il fallait prendre beaucoup de précautions, où il faut beaucoup de mise en garde. Donc on y va tout de suite parce que si tu ne pratiques pas ça, tu vas peut-être avoir du mal à savoir de quoi je suis en train de te parler, surtout si tu n'as vu que le titre et que tu ne t'es pas renseigné avant. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'hématolanie, ou plus communément appelée sur internet hématolania. Donc qu'est-ce que c'est? Et ben je vais vous l'expliquer tout de suite, mais je voulais vraiment faire des petites précisions. Là je pense qu'un disclaimer s'impose encore plus que dans les autres vidéos Chut c'est tabou, parce que c'est du lourd aujourd'hui. Alors comme je dis à chaque fois, je ne suis en aucun cas une professionnelle, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas chercheuse en je ne sais quoi, je ne suis pas une experte, loin de là, mais je vous partage par ces vidéos là en fait soit mon ressenti, soit mon expérience, soit l'expérience de mon entourage, soit des pratiques dont on m'a demandé de parler, etc. Donc on va essayer de traiter du sujet de l'hématolanie dans sa globalité en essayant d'être clair et surtout pas trop dégueu. Autre précision, si tu détestes ou que tu ne supportes absolument pas tout ce qui est la vue du sang ou l'idée de parler du sang, je pense que tu peux passer ton chemin, parce que cette vidéo va, je pense, te traumatiser pendant des années et des années et des années. Et enfin, la dernière précision, je voulais juste te demander, à toi qui regardes cette vidéo et aux personnes à qui tu vas la partager, avec qui tu vas en discuter, etc., d'être vraiment ouvert d'esprit. C'est une pratique qui est quand même très répandue, mais alors à 100% méconnue. Vraiment, je pense que c'est la première pratique dont je parle dans cette playlist qui est si peu connue. Donc on reste ouvert d'esprit, on s'informe et puis après, on se fera son point de vue personnel. Je pense que ça prend tout son sens de vous donner la définition de l'hématolanie parce que c'est peut-être un peu brouillon pour vous, donc on y va. Comme toujours, je suis allée sur plusieurs sites et j'ai vu différentes définitions et en fait, je me suis orientée, en plus de toutes ces sources-là, vers des personnes qui pratiquent l'hématolanie, tout simplement pour avoir une définition la plus complète, mais surtout la plus juste et la plus réelle. L'hématolanie, c'est en fait l'intérêt sexuel ou l'attirance sexuelle pour le sang. Voilà, on va vraiment résumer à ça, mais avec le côté sensuel et pas du tout le côté cannibale, loin de là. L'hématolanie fait partie des paraphilies, donc qu'est-ce qu'une paraphilie? C'est un ensemble des attirances ou pratiques sexuelles qui ne rentrent pas dans des pratiques basiques. Donc, en gros, l'hématolanie, ce n'est pas une pratique basique. Je voulais aussi mettre dans les définitions que l'hématolanie est souvent associée au vampirisme. Donc qu'est-ce que j'appelle vampirisme? En fait, là je parle du vampirisme clinique, qui est en fait la maladie et l'addiction à ingérer du sang. Il y a des gens qui sont vraiment malades et qui, c'est une maladie mentale, et qui se sentent obligés, sinon ils pensent qu'ils vont mourir s'ils n'ingèrent pas du sang humain. Ça n'a absolument rien à voir avec l'hématolanie. Première chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas qu'une seule façon de faire ou de pratiquer, il y a plusieurs degrés. Donc toutes les personnes qui pratiquent l'hématolanie n'ont pas le même degré. C'est comme le SM, c'est en fait comme toutes les pratiques. Il n'y a pas deux personnes qui ressentent et qui partagent l'amour de la même façon. Et là c'est pareil pour l'hématolanie. Donc vraiment, moi ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment juste des directions, c'est juste des informations. Et donc du coup, pourquoi je vous ai fait cette précision là et cet avertissement là? Parce qu'il y a en fait des extrêmes, notamment dans l'hématolanie, et là ça ne relève plus de l'hématolanie, mais de déviance psychique dangereuse, et donc là on dévie vers le vampirisme clinique. Et encore, le vampirisme clinique, je crois que c'est la moins pire, Oui, je sais, c'est pas français, mais la moins pire des déviances psychiques que peut avoir l'hématolanie. Donc vraiment, il faut vraiment faire très attention. Du coup, ça m'amène au point suivant,
vraiment, on ne peut pas, mais surtout c'est même pas qu'on ne peut pas, c'est il ne faut surtout pas pratiquer l'hématolanie avec n'importe qui, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que là, ça peut très vite déraper, ça peut être catastrophique, désastreux, ça peut... Enfin voilà, il faut vraiment prendre son temps de connaître la personne, en parler et surtout faire attention. Et enfin, le dernier avertissement, la dernière précision avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'aujourd'hui je ne vais absolument pas vous parler d'hématolanie excessive dans le sens où vraiment, enfin les extrêmes, etc. Non, c'est vraiment la base. Après, eh bien j'espère que vous garderez en tête qu'il y a plusieurs degrés, qu'il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, il y en a qui font différemment. C'est vraiment une base. Faites une première approche de l'hématolanie pour que au moins vous sachiez ce que c'est. Dit que c'était une attirance sexuelle, un intérêt pour le sang, mais je vous ai pas dit plus que ça. Je vous ai dit que c'était pas du vampirisme clinique, je vous ai dit qu'il pouvait avoir des déviances psychiques très graves, et donc du coup là vous avez super peur et vous dites de quoi elle va nous parler, et du coup qu'est-ce que c'est l'hématolanie? C'est très simple. L'hématolanie, c'est goûter son ou sa partenaire, en aspirant, suçant, léchant, employez l'adjectif que vous voulez, le sang donc de son ou sa partenaire, en ayant ses lèvres sur une entaille qui a été faite. Donc concrètement, c'est quoi? Vous voulez goûter votre partenaire sur le bras, il y a une entaille qui est faite, et je précise bien entaille, on va pas lui découper le bras, hein, on n'est pas non plus dans Walking Dead. Hein, Voilà. Donc du coup, eh bien, on va poser ses lèvres sur la plaie et on va goûter la personne comme ça, et c'est le terme qui est employé, goûter la personne. Si là tu es déjà écœuré que t'en peux plus, je pense que tu peux vraiment stopper cette vidéo là, parce que je vais rentrer un peu plus dans les détails, donc tu peux être un peu plus écœuré. Que ça apporte de faire ça, surtout si on a une petite réticence, on peut penser en fait qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça, que c'est vraiment que c'est quelque chose de bizarre, de pas normal. Donc je vais vous expliquer 5 points, pourquoi le pratiquer, enfin pourquoi les personnes qui le pratiquent et ce qu'elles ressentent. Le premier point, c'est que l'hématolanie, goûter l'autre, c'est en fait un acte mais vraiment beaucoup plus intime. La pénétration, alors imaginez la pénétration, ça peut être quelque chose de très intime pour vous, mais alors là c'est plus. Parce qu'on goûte l'autre, on goûte totalement l'autre en fait, et on partage totalement, on donne son corps totalement à l'autre. C'est un total abandon à l'autre puisqu'on se donne totalement, on lui fait confiance mais à 300%. Donc là ça m'amène au troisième point qui est une confiance totale et pour ainsi dire aveugle en l'autre. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas le pratiquer avec n'importe qui, il faut vraiment avoir confiance en la personne, parce que là c'est pas juste se faire un petit smack, c'est pas juste se donner la main, mais c'est goûter le sang de l'autre. Donc je reviendrai après au niveau médical, etc. Mais il faut vraiment avoir une totale confiance en l'autre parce que sinon c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on ressent, hormis le fait qu'on se donne totalement à l'autre, que c'est un abandon et donc on prend beaucoup de plaisir parce qu'on a la sensation, oui vraiment de se donner corps et âme à l'autre, hormis l'excitation qui est ressentie, parce que oui il y a une excitation par rapport à ça, c'est que c'est tout simplement l'hématolanie est inqualifiable. C'est ni un préliminaire, ni une conclusion, ni un acte en lui-même, c'est un tout en fait, c'est vraiment inqualifiable parce qu'on ne peut pas le mettre dans la case, si je peux dire, des préliminaires. Quand on pourrait par exemple mettre un cunnilingus dans les préliminaires ou la pénétration en conclusion, voilà là je schématise vraiment, mais là on peut pas le mettre on peut le mettre dans aucune case parce que c'est vraiment quelque chose qui sort totalement du contexte introduction, préliminaire, l'acte, conclusion, etc. puisqu'on peut juste goûter l'autre sans qu'il y ait tout le côté sexuel autour. Du coup, maintenant vous savez un petit peu mieux ce que c'est l'hématolanie, mais vous vous dites c'est quand même quelque chose de bestial, c'est quelque chose qui n'est pas civilisé. Et si, moi je vais vous donner 5 points pour le faire de façon civilisée, de façon correcte, parce qu'on est quand même au XXIe siècle. Le premier point est super important, c'est prendre une douche avant. C'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, vous ne donnez pas juste la main à l'autre. Et encore si l'autre est allé aux toilettes qui ne sait pas laver les mains, c'est aussi dégueu, voire même plus. Prendre une douche avant, ça me paraît logique, être sûr de l'hygiène et de la propreté de son ou sa partenaire. Encore d'où le climat de confiance et bien connaître la personne. Parce que on va quand même goûter le sang de la personne, donc s'il a la peau qui n'est pas très propre et très clean, voilà, c'est pas top. Et après par rapport à l'entaille qu'on va faire, alors comment on fait l'entaille? Alors bien sûr on oublie le couteau de cuisine, le hachoir, la scie du papy qui est dans l'atelier ou même la scie circulaire de l'oncle qui traîne par là.
On évite tout ça et on utilise une lame de rasoir jetable à usage unique. Vous pouvez en trouver dans n'importe quel super ou hypermarché. Ce sont des lames qui sont emballées individuellement. Et ce qui est très important, c'est vraiment de l'ouvrir au dernier moment, même pas au dernier moment, mais à la dernière seconde, pour qu'il y ait vraiment un minimum de risque de contagion, de bactéries, de transmission, etc. Et que vraiment la lame stérile arrive de son enveloppe stérile à la peau de la personne qui va se faire goûter. Autre point très important, c'est aussi bien se poser. Mais bon, après voilà, ça rejoint le côté où il faut vraiment faire confiance à l'autre, il faut le faire de façon réfléchie. Quand je dis il faut bien se poser, vous n'allez certainement pas goûter une personne entre deux portes ou à l'arrêt d'un bus ou en cours ou dans les toilettes, ça c'est hors de question. En fait, vous le pratiquez dans un cadre qui est propice à ça, puisque c'est vraiment l'abandon de l'un à l'autre, une preuve d'amour aussi de l'un à l'autre, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas n'importe où. Un dernier point, on entaille, et là je l'ai déjà dit mais je vais le redire, on ne fait qu'entailler, on ne coupe pas, on ne déchire pas, on ne déchiquette pas, on n'arrache pas, non, on entaille. Et là on utilise une lame de rasoir, donc vraiment il faut y aller vraiment tout en douceur, parce que vous pouvez parfaitement, si vous y allez à l'arrache, vous pouvez vous retrouver avec la personne aux urgences. Il faut vraiment faire attention, y aller. On ne parle même plus d'appuyer sur, d'exercer une pression de quelques millimètres sur la peau, c'est vraiment des milliers de millimètres voilà, c'est peut-être un millier de dixième de millimètre où vous allez appuyer sur la peau, et vu que c'est une lame de rasoir, et bien ça va faire son job comme il faut. Donc vraiment, d'où l'intérêt de prendre son temps, de se poser, de faire confiance à l'autre aussi, parce que ça peut déraper. Enfin, une fois qu'on a entaillé, on goûte et on ne laisse pas son ou sa partenaire avec l'entaille comme ça, où on attend un quart d'heure, on va aller boire un café, ou voilà, on va regarder le dernier Secret Story, et puis après on revient. Non, une fois que c'est entaillé, on goûte tout de suite la personne, et on la goûte qu'une fois, dans le sens où on ne va pas laisser la personne cicatriser, et puis après on revient une heure après, non, parce que là il peut avoir justement un souci de bactéries, etc. Donc vraiment, on goûte la personne à un endroit, et puis après si on veut on change d'endroit, mais c'est un endroit, on laisse ses lèvres dessus et après on n'y touche plus une fois qu'on les enlève. Toujours encore des précautions, des avertissements, si vous voulez tester ça, et on y va. Encore une fois, la confiance, mais surtout être entre guillemets sûr du sang de l'autre, dans le sens où d'où l'intérêt de ne pas le faire avec n'importe qui, d'où l'intérêt de bien connaître la personne depuis des mois, voire des années, etc. Si vous n'êtes pas sûr même plus de l'hygiène, mais de la santé de l'autre, il ne faut pas le faire. Donc vraiment le mieux, c'est de faire un bilan sanguin total, vraiment approfondi, et une fois qu'on est certain que l'autre personne n'a rien, parce qu'on peut être malade, avoir quelque chose et ne pas s'en rendre compte, et c'est pas forcément de notre faute. Donc une fois qu'on a fait un bilan sanguin, on sait que la personne est en bonne santé, et là on peut amener la chose et peut-être tester l'hématolanie, mais surtout pas comme ça sur un coup de tête, parce que, je le rappelle, on goûte le sang de l'autre, donc c'est pas anodin. Attention, je suis pas en train de dire qu'un rapport sexuel est anodin. Là aussi, il faut prendre des précautions, faire des dépistages, etc. Mais bon, ça je pense vous le savez, c'est pas vraiment le sujet. Deuxième point, et ça c'est un point, ça peut paraître superficiel, contrairement au côté médical, mais vraiment il faut s'assurer, même plus à 100%, mais à 400, à 500, à 600%, que l'un des deux garde le contrôle. Dans le sens où si les deux partenaires en fait aiment l'hématolanie, et c'est toujours mieux de le faire en accord avec les deux et que les deux prennent du plaisir, il peut avoir la personne qui goûte qui s'abandonne aussi totalement. Alors certes, la personne qui est goûtée fait en fait ce choix de se donner totalement à l'autre, mais la personne qui va goûter peut atteindre, on va dire, ça peut être un petit peu comparé à un orgasme, mais un orgasme prolongé où on ne gère plus rien, où on ne contrôle absolument plus rien, et il faut effectivement que l'autre personne, donc celle qui se fait goûter, garde le contrôle, puisque dans le fait d'avoir ce pseudo, et là je mets vraiment des guillemets, ce pseudo orgasme prolongé, on peut faire mal à la personne en justement en ayant ses lèvres et du coup ses dents sur la plaie, et le but c'est vraiment pas de faire mal à l'autre et une mauvaise expérience, mais que ce soit vraiment quelque chose qui était agréable pour les deux. Il faut être absolument sûr
de la bonne santé psychologique de la personne avec qui on va le faire pour être certain de ne pas se faire entailler la gorge. Voilà, dit comme ça peut prêter à sourire, mais pas du tout. Si vous n'êtes pas sûr, et encore là, je sais, je l'aurais dit, mais je ne sais combien de fois dans cette vidéo, mais encore là, la confiance, le fait de connaître la personne depuis très longtemps, etc., eh bien, vous rassure aussi, puisque une personne peut paraître saine d'esprit comme ça, et au final, eh bien, elle perd le contrôle et elle décide de vous goûter partout, de vous entailler partout, et là ça peut vraiment devenir très critique, très dangereux même, et eh bien vous pourriez atterrir aux urgences. Donc vraiment s'assurer que en gros la personne qui va vous goûter n'est pas complètement tarée. Et ça m'amène à la précision que, encore une fois, l'hématolanie n'est pas une maladie mentale ou psychologique, ça n'a rien à voir avec le vampirisme clinique, d'où l'intérêt aussi dans ce point-là, en fait, de s'assurer que la personne avec qui vous allez pratiquer ça n'est pas atteinte de vampirisme clinique, parce que là, ça peut vraiment déraper. Et enfin, la dernière précaution que j'ai notée, c'est de s'assurer que le ou la partenaire, donc avec qui vous allez pratiquer ça, n'est pas adepte de sorcellerie, de vaudou ou toute autre chose de ce type là, parce que là ça peut vraiment aller très très loin. La personne va pouvoir en fait vous proposer de goûter du sang animal, etc. Et là ça n'a absolument rien à voir, il n'y a plus du tout le côté charnel et le côté on se donne à l'autre et c'est une preuve d'amour, parce que là non, et ça peut être très dangereux, notamment sur le côté émotionnel parce que ça peut être dévastateur, mais aussi sur le côté au niveau de la santé, puisque si la personne goûte du sang animal et qu'elle vous goûte après, et bien voilà, vous ne savez pas ce que l'animal avait, et dans un sens ou dans l'autre de toute façon, vaut mieux éviter. C'est vrai que je vous parle toujours des préjugés, des a priori, de ce que la société d'aujourd'hui pense de telle et telle pratique, et là en fait je pense que ça a totalement sa place dans ce sujet-là, parce que c'est vraiment méconnu, et du coup eh bien, connaître l'avis de la société là-dessus est quand même, je trouve, très intéressant. Vous l'aurez certainement compris, c'est quelque chose qui est plus que mal vu, c'est encore plus mal vu que la sodomie, c'est encore plus mal, c'est encore plus mauvais, c'est encore plus malsain que la prostitution. Des personnes qui sont contre la prostitution pourraient vous dire que c'est quelque chose de magnifique comparé à l'hématolanie. Donc vraiment pour vous dire à quel point la société ne connaît pas cette pratique, assimile tout au niveau de... En fait, la société met tout dans le même sac et met le vampirisme clinique, met le vaudou, met la sorcellerie, met les maladies psychiques et mentales là-dedans. Donc c'est vrai que c'est vraiment très mal connu, et je trouve que c'est dommage, parce que du coup les personnes qui pratiquent ça ont honte, et c'est même plus de la honte, c'est de la peur, c'est vraiment une peur que les gens le sachent, parce que ils ont peur tout simplement des retombées. Alors ce qui est logique, et c'est totalement compréhensible, c'est que la société trouve que c'est vraiment quelque chose de très dangereux, que les personnes qui pratiquent l'hématolanie sont des psychopathes en puissance, sont des meurtriers, sont vraiment des personnes qu'il faut faire enfermer. Alors je suis d'accord avec eux sur la première partie, c'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment de très dangereux, puisque vous l'aurez compris, si vous ne choisissez pas vraiment la personne avec qui vous le faites, ou si vous choisissez mal la personne, ça peut très mal se finir. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec la seconde partie, parce que là on rentre justement dans le fait que la société est encore trop ignorante de cette pratique-là, et on assimile du coup les personnes qui ont une maladie mentale, le vampirisme clinique, etc. à l'hématolanie, et là ça n'a plus rien à voir. Ce qui est très paradoxal, c'est que la société d'aujourd'hui, et vraiment toute génération confondue, banalise tout ce qui est séries et films avec des vampires comme Twilight, True Blood, etc. Il y a vraiment, il y a vraiment un engouement, et c'est vraiment banalisé, c'est même sensuel, c'est vraiment une preuve d'amour. Quand il y a beaucoup de personnes qui vous parlent de Twilight, ces personnes-là vont vous dire que c'est une magnifique histoire d'amour, que c'est beau, que voilà. Et donc du coup, pourquoi banaliser autant tout ça et en avoir en même temps peur quand on le remet dans son contexte, quand on le met dans la vie réelle? C'est vraiment très paradoxal. Puisque, encore une fois, si c'est tellement malsain, si c'est tellement mauvais, etc., pourquoi
La société érotise le vampirisme, puisqu'il faut pas se leurrer, toutes ces séries-là, ce sont quand même des beaux gosses qui sont les vampires, parce qu'il y a quand même du sexe autour de ça, parce que voilà, c'est fait de telle sorte à ce que vraiment la société érotise ça. Donc si c'est érotisé, c'est que c'est désiré par les spectateurs, mais si c'est désiré, pourquoi c'est tellement diabolisé quand on le remet dans le réel ? Également, eh bien, il y a tellement de personnes qui aiment les vampires, et pourtant, il y a tellement de personnes qui trouvent l'hématolanie pas normale, dangereuse, etc. Donc vraiment, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça, sur ce paradoxe. Est-ce qu'il n'y a que moi qui trouve que c'est un paradoxe ou pas, ou est-ce que, eh bien, vous aussi vous le pensez? Alors du coup, pourquoi il y a ce paradoxe là, parce que moi j'ai poussé la réflexion quand même un petit peu plus loin, et ça va être le dernier point de ce chapitre là, c'est que comme je vous l'ai dit, la société érotise le vampirisme mais le diabolise dans le monde réel, tout simplement parce qu'encore une fois, la société a peur de ce qu'elle ne connaît pas. C'est plus simple d'avoir peur et surtout de diaboliser, de montrer du doigt, de dire que c'est pas bien sur les choses qu'on ne connaît pas et dont on a peur, plutôt que d'essayer de comprendre, parce que ça pourrait nous plaire, donc ça pourrait nous remettre en question et on pourrait se dire, eh bien j'aime ça, je me suis trompée, si j'aime ça il faut que j'assume le regard des gens, donc ceux qui ne se sont pas remis en question, et du coup qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc je pense que vraiment c'est tous ces points là qui font que c'est autant érotisé que c'est diabolisé. Encore sur les avertissements, des précautions, etc. Mais je voulais vraiment faire un chapitre qui était dédié à pourquoi l'hématolanie peut être dangereux, parce que encore une fois, ça peut être une pratique formidable, mais ça peut être aussi quelque chose de vraiment très dangereux. Vous l'aurez compris, je vais vraiment axer cette vidéo là-dessus, vraiment être la plus claire et la plus complète au niveau des informations là-dessus, pour vraiment éviter qu'il y ait des débordements et qu'on dise ah ben non, elle a dit ça donc c'est top et au final c'est dangereux. L'hématolanie peut être dangereuse si un des pratiquants est psychologiquement instable, ça vous l'aurez compris, donc il faut vraiment retenir ça, garder ça à l'esprit, que la personne avec qui vous le faites doit vraiment être saine d'esprit. Ensuite, quand on est mal informé, on peut très vite dévier et se dire ah ben voilà, je vais lui trancher la gorge, ça va être comme dans les films, la personne va se remettre, etc. Si le vampire est... Non, pas du tout, il faut vraiment s'informer, prendre le temps et beaucoup en discuter. Autre raison pour lesquelles ça peut être dangereux, si on minimise les risques. Alors j'ai tendance toujours à vous dire que si vous vous informez bien, après on minimise les risques parce qu'on a conscience de tout ce qu'on risque, là pas du tout. C'est vraiment une des pratiques où il faut vraiment garder à l'esprit et surtout pas minimiser les risques de cette pratique-là, pour les garder à l'esprit, pour avoir toujours cette petite loupiote qui vous dit attention, ça peut être dangereux, pour ne pas dépasser les limites tout simplement. Ça peut être aussi très dangereux si on veut juste le faire pour le fun, parce qu'on connaît quelqu'un ou quelqu'un nous le propose et voilà, on se dit voilà, on essaye. Là ça peut être très dangereux parce qu'on n'est pas informé encore une fois et on peut dépasser les bornes et du coup ça peut être catastrophique. L'hématolanie peut être aussi excessivement dangereuse si on entaille la personne au mauvais endroit. Alors ça me paraît évident qu'on ne doit pas entailler la personne au niveau de la carotide, au niveau des veines très importantes, primordiales du corps humain, etc. On va vraiment taillader la personne à des endroits où ce n'est pas dangereux de façon vitale. Donc la personne ne risque pas de décéder en 3 minutes parce qu'elle va se vider de son sang. Donc on évite le coup. Oui, là, voilà, si encore vous vouliez le coup, je pense que vous pouvez repasser. On n'est pas du tout dans Twilight. Faut vraiment s'enlever ça de la tête. Également au niveau des veines, on évite. Au niveau de l'aine, on évite aussi. On fait vraiment très attention des endroits. On peut par exemple le faire à ce niveau-là. Voilà, sur le bras, vous allez prendre du plaisir, la personne va prendre du plaisir. On évite bien sûr aussi au niveau du visage, etc. C'est toujours mieux. Après toutes ces explications-là, vous vous dites que ça pourrait être sympa d'en parler avec votre partenaire, vous en avez discuté longtemps, etc. Et puis il est tenté, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, encore une fois, même si vous pensez être bien documenté, documentez-vous encore. Et c'est vraiment malheureux parce que je pense que c'est une des pratiques où il y a le moins d'informations sur internet, donc vraiment poussez la documentation très très loin parce que ça peut très très vite déraper. Faire obligatoirement un test sanguin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être vraiment sûr du sang de l'autre.
autre. Et de toute façon, vous le faites avec quelqu'un en qui vous avez totalement confiance, votre partenaire avec qui vous êtes depuis très longtemps, etc. Donc déjà, vous avez le côté confiance qui est là. Maintenant, un test sanguin est toujours mieux. Je pense que c'est aussi très important d'y aller petit à petit, de ne pas se forcer. Pourquoi pas essayer de s'entailler tout doucement, de voir si la personne elle aime déjà ça ou pas, et puis de s'arrêter, de ne surtout pas forcer, de pas se dire bah voilà j'ai commencé, on y va. Si au dernier moment en ayant ouvert la lame et que vous approchez la lame que la personne ne veut pas, eh bien on stoppe tout simplement, on ne va pas la forcer. Et on va conclure avec un vrac. Voilà, j'ai plein d'infos encore comme ça que j'ai posées en vrac sur le papier. Je savais pas trop où les mettre et donc je me suis dit bah je vais le faire à la fin, ça va faire une conclusion et ce sera très bien. Très important pour moi parce qu'en faisant toutes les recherches etc et en interrogeant certaines personnes je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui revenait donc du coup c'est très important. L'hématolanie ne comprend pas en fait l'attirance sexuelle ou l'excitation sexuelle que vous pouvez avoir envers le sang d'une femme qui a ses règles. Voilà, le sang des règles et l'hématolanie sont deux choses totalement différentes. Alors je vous avouerai que je n'ai pas noté le terme exact justement de cette attirance là, mais ça n'a absolument rien à voir. Là on parle réellement du sang que vous avez si vous vous entaillez etc. Pas du tout du sang des règles, pas du tout, on parle pas non plus de l'excitation que quelqu'un pourrait avoir en voyant The Walking Dead par exemple ou en voyant quelqu'un les tripes à l'air. Là ça peut être dangereux, hein, on est bien d'accord. L'hématolanie, mais je l'ai aussi déjà dit, n'a rien à voir avec l'attirance qu'on peut avoir, l'excitation sexuelle etc. pour le sang qui provient d'un animal. Ça rejoint le vaudou ou le vampirisme clinique, donc ça n'a absolument rien à voir. Dans l'esprit des gens, ça peut être totalement pareil, mais vraiment, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est vraiment ça, c'est que là on parle vraiment du sang humain et du sang humain fait dans un rapport de confiance, dans un moment charnel. Et la dernière chose, la dernière info, c'est que dans les séries, dans les films, etc., on remarque très souvent que quand il y a un vampire qui goûte quelqu'un, que ce soit un autre vampire ou peu importe, il y a une perte de contrôle du vampire, puisque le vampire va vouloir boire encore plus, perd totalement le contrôle, perd les pédales et n'a plus qu'une seule chose en tête, c'est boire encore et goûter encore et encore la personne, peu importe si sa survie devient en fait, arrive à la limite ou pas. Et donc on peut parler vraiment d'addiction. Là encore l'hématolanie n'est pas du tout une addiction au sang, parce que là on rebascule dans le vampirisme clinique. Par contre la perte de contrôle peut être un petit peu semblable, mais je préférerais en fait que vous assimiliez cette perte de contrôle à par exemple l'addiction que vous pouvez avoir à la fellation. Si vous adorez faire une fellation à quelqu'un, le plaisir que vous ressentez, le fait que vous ayez envie de le faire, et bien l'hématolanie c'est pareil. Ça n'a absolument rien à voir avec le vampirisme clinique, loin de là. J'ai pris la fellation en exemple, mais ça peut être le cunnilingus, ça peut être l'ESM, ça peut être la sodomie, ça peut être vraiment plein de choses qui sortent un petit peu du basique qu'on nous apprend à l'école. Et donc du coup, c'est vraiment ce fait qu'on ne puisse quasiment pas s'en passer, tout en pouvant s'en passer, mais vraiment qu'on prend beaucoup de plaisir et que pour nous c'est vraiment le gros plus, l'énorme cerise sur le gâteau. Voilà. Et cette vidéo est enfin terminée. Alors je sais, elle aura été super longue. J'ai vraiment beaucoup hésité à vous la faire, tout simplement parce que c'est un sujet qui est tellement méconnu et tellement controversé et tellement diabolisé que je me suis dit que ça va être beaucoup trop compliqué pour moi de vous en parler. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chapitres dans cette vidéo là. C'est aussi pour ça qu'elle a été aussi longue, parce que là c'était impossible de faire plus court. C'était impossible de vous faire une vidéo en vous disant juste l'hématolanie c'est goûter l'autre, lui faire une entaille, lui sucer le lécher ou peu importe. Non, c'était impossible vraiment de vous résumer l'hématolanie à ça, parce que je pense que chaque point dont j'ai parlé était très important et même primordial en fait. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est, comme je l'ai dit, c'est que l'hématolanie n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans les films, dans les séries, etc. Et ça n'a rien à voir avec le vampirisme clinique. Vraiment, faites attention. Là, je m'adresse notamment aux jeunes qui regardent mes vidéos. J'ai fait cette vidéo-là parce que je trouvais que ça avait totalement sa place dans les sujets tabous. Parce que là, en l'occurrence, on est vraiment en plein dedans, dans le tabou. Mais par contre, vraiment, ne le pratiquez pas comme ça, à la légère.
évitez de le tester vraiment juste pour le fun, vraiment. Dans tous les cas, protégez-vous, dans tous les cas, vraiment réfléchissez à ce que vous faites, voilà, tout simplement. Je vous attends en commentaire pour échanger sur ce sujet-là qui, je le sais déjà, va vraiment vous départager et va vraiment être tabou même en commentaire. Donc j'espère qu'on pourra vraiment échanger, discuter et partager nos avis là-dessus. Jusqu'à la prochaine vidéo Chut c'est tabou, je vous fais vraiment plein de bisous et peut-être que dans les mois qui viennent, il y aura plusieurs vidéos Chut c'est tabou par mois. Voilà, comme ça, c'était une info comme ça. Bisous, je vous aime.